Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à tous les organisateurs pour cet événement. La précédente édition était très réussie et je crois que celle-là est encore mieux. Alors, moi je m'appelle Vincent Cognet, je suis en troisième année de thèse à l'ESPCI, c'est une école à Paris, au laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes. Et donc, dans cette présentation, je vais vous parler des éoliennes et de comment améliorer leur performance en utilisant des pales flexibles qui sont bio-inspirées. Je dirai pourquoi. Alors, tout d'abord, ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Tout d'abord, je vais vous présenter un peu le groupe, puisqu'en fait, au sein d'un laboratoire, il y a plusieurs équipes, donc des petites équipes qui ont des domaines de recherche bien définis. Et donc, moi, je suis dans le groupe de biomimétisme et d'interaction fluide-structure, donc qui est dirigé par Ramiro Godoy-Diana et Benjamin Thiriat. Et l'activité du groupe se scinde en deux parties principalement. Une partie qui consiste à faire en quelque sorte du biomimétisme, à comprendre comment fonctionne le vivant. Donc là, c'est d'un point de vue physique. Donc par exemple, vous avez ici comprendre le vol des insectes. Donc on va mimer, donc bien sûr grossièrement, mais on va essayer de comprendre les mécanismes du vol des insectes et qui utilisent en fait des ailes, enfin qui ont des ailes flexibles et donc dont je me suis inspiré pour les éoliennes. Par exemple ici la nage de l'anguille. Et puis ici par exemple nous avons la capture de proie par les serpents aquatiques. Ou encore, ici, comment nagent les bancs de poissons, pourquoi ils utilisent certaines configurations et pas d'autres, notamment pour minimiser l'énergie qu'ils dépensent durant la nage. Donc ça, c'est la première partie. Et après, la deuxième partie, c'est plutôt de la bio-inspiration. On va utiliser ces techniques pour notamment récupérer de l'énergie. Donc là, ça va être par exemple ma thèse, qui est inspirée du vol des insectes, ici, qui porte sur les éoliennes, et puis une partie ici sur la récupération des énergies des vagues et des marées en mettant des tiges flexibles. Et c'est inspiré en fait des algues qui sont au fond de l'eau et dont on s'est aperçu qu'elles freinaient les vagues. Et donc en fait, on utilise cette énergie déjà pour freiner les vagues, pour les grandes vagues, protéger le littoral, et deuxièmement pour la convertir en énergie. Voilà. Alors j'en profiter pour faire deux petites annonces. La première, en fait, c'est deux stagiaires qui travaillent dans le laboratoire, qui sont en fin de M2 et qui cherchent une thèse. Donc voilà, il y a Martina qui est dans la salle, qui travaille sur la capture des proies par les serpents aquatiques. Donc voilà sa photo. Et Luce Marie qui travaille sur la récupération d'énergie marine. Donc voilà, si vous êtes intéressé, voilà, elle recherche une thèse biomimétisme, mécanique des fluides, mécanique du solide aussi. Voilà. Alors maintenant, je vais passer un peu dans le vif du sujet. Donc comme vous le savez, l'énergie éolienne, c'est une énergie qui est en plein essor. Les éoliennes sont de plus en plus grandes. Une des dernières installées en Belgique fait 150 mètres de diamètre. Donc on est sur des tailles vraiment gigantesques. Ça peut récupérer de l'énergie pour 5000 habitants. Donc c'est quand même quelque chose de... Enfin, ça marche bien quoi, quand même. Et puis, vous le voyez ici, la capacité globale installée dans le monde est en croissance exponentielle, notamment due à des nouveaux acteurs comme la Chine, les États-Unis aussi qui poussent énormément. Donc, en fait, il y a toujours énormément d'efforts faits sur les éoliennes pour améliorer leur performance. Et donc, pour expliquer un peu l'innovation qu'on a fait, bio-inspirée, il va falloir que je revienne brièvement sur comment fonctionne une éolienne. Alors, vous inquiétez pas, je vais essayer d'y aller doucement. Donc, voici le dispositif qu'on utilise dans la soufflerie des arts et métiers. Donc, il fait 30 cm de diamètre. Et comme vous le voyez ici, en fait, on a mimé on a représenté une pale flexible. En fait, la pale flexible est composée de deux parties. Une partie, une tige rigide, ici, et une deuxième partie qui est composée d'une plaque qui peut être flexible ou rigide et qui est encastrée dans la tige rigide. Donc en fait, cette plaque peut principalement se déformer suivant la direction orthoradiale, et donc qu'on appelle la corde, et donc modifier cet angle ici, θ0, dont je vais reparler par la suite.
Donc dans la soufflerie, on contrôle 4 paramètres d'entrée, la vitesse du vent, le couple résistant, qui vient en fait mimer l'extraction d'énergie de l'éolienne, c'est-à-dire la conversion d'énergie mécanique en électricité, d'accord, par exemple fait par une génératrice. Donc là, ici, on le mime, on utilise un frein à poudre magnétique. Donc en fait, ces deux premiers paramètres sont en fait liés à l'énergie qui rentre et qui sort de l'éolienne. Et après, on peut encore contrôler 2 autres paramètres qui sont des paramètres plutôt géométriques de l'éolienne. Le premier, donc, c'est le paramètre dont je vous parlais, c'est l'angle de calage. Donc en fait, c'est l'angle entre le plan de rotation, c'est-à-dire le plan dans lequel tourne l'éolienne, et la pale. Puisque vous comprenez que si la pale était face au vent, bah, ça ne tournerait pas. Si elle était dans le sens du vent, ça ne tournerait pas non plus. Donc il faut trouver une bonne inclinaison. Et donc comme vous allez voir par la suite, ce paramètre est très très important. Et enfin, eh ben, puisque c'est des pales flexibles, on le représente la flexibilité, en fait, on la quantifie par le module de courbure, qui est ce nombre B là, et qui quantifie en fait la rigidité de la pale et qui est linéaire avec le module Young du matériau. Voilà, et alors à partir de ça, eh ben, on récupère 2 paramètres de sortie qui sont la vitesse de rotation et la déformation de la pale, puisque si la pale est flexible, du coup, elle va se déformer sous l'effet du vent et d'autres forces. Et ça va nous donner un nouvel angle de calage, θ, voilà, qui va changer l'inclinaison de l'éolienne, de la pale, pardon. Alors, le truc important à comprendre dans l'éolien, pour comprendre la suite, c'est que, suivant la vitesse de rotation de l'éolienne, eh bien, il va falloir, pour avoir récupéré le maximum d'énergie possible, il va falloir changer cet angle de calage. Par exemple, si l'éolienne est à l'arrêt, l'angle de calage le plus intéressant, c'est 45 degrés. C'est-à-dire, on va prendre donc le vent arrive dans la direction axiale, et nous, ce qu'on veut, c'est convertir en mouvement de rotation. Et donc, le meilleur angle, c'est 45 degrés pour convertir cette vitesse axiale U en vitesse de rotation oméga. A l'inverse, quand ça se met à tourner et de plus en plus vite, eh ben, l'angle de calage qui permet d'optimiser, de maximiser la puissance qu'on récupère, c'est un angle de calage plus faible, disons 5, 10, 15 degrés. Et donc, c'est pour ça que sur les éoliennes actuelles, eh ben, il y a des moteurs, sur les grandes éoliennes qui peuvent se permettre ça, il y a des moteurs qui changent, en fait, qui varient au pied de chaque pale, de chacune des 3 pales, cet angle de calage. Et voilà. Et donc en fait, j'en viens à cette courbe-là qui est en fait la courbe importante et on va y revenir, qui vous donne en fait comment l'angle de calage doit changer en fonction de la vitesse de rotation. Alors là, elle a été adimensionnée, donc c'est plus oméga, c'est lambda, mais c'est la même idée. C'est-à-dire quand l'éolienne tourne pas vite, il faut plutôt un grand angle de calage. Quand l'éolienne tourne vite, il faut un angle de calage plus petit pour maximiser les performances. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée. Et alors du coup, d'où vient, quel est l'apport de la flexibilité? C'est justement de se passer de ce moteur et d'avoir un matériau flexible. Et en choisissant bien ses caractéristiques, la densité, la rigidité, l'épaisseur, eh bien, on va pouvoir faire comme le moteur. On va mimer l'action du moteur. Donc c'est ça l'idée, c'est ça l'enjeu. Donc, comme je vous le disais, cette recherche est bio-inspirée, notamment de 2 observations dans la nature. La première, c'est qu'on a constaté, donc c'était une thèse juste avant moi dans le labo où je suis, que les ailes d'insectes et de certains oiseaux sont flexibles. Et donc, ça permet de rediriger les forces de pression, en langage un peu physicien, et donc d'augmenter leur performance de vol. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les végétaux dans la nature peuvent se plier, ils sont généralement assez flexibles, et peuvent se plier sous l'action du vent pour éviter d'être emportés. C'est un peu la fable du chêne et du roseau. Je plie pour diminuer les forces du vent sur le roseau, et donc ne pas être emporté. Donc en termes un peu plus physiciens, ça fait que la flexibilité permet à la fois de rediriger les forces de pression, d'augmenter la portance, et de diminuer la traînée. Et donc en fait, c'est exactement ce qu'on veut faire dans l'éolien, c'est-à-dire on veut augmenter la portance qui va faire tourner la pale et diminuer la traînée qui au contraire va faire freiner la pale. Voilà. Donc maintenant, en fait, si on regarde au bout de l'éolienne ici et qu'on prend des photos de la pale flexible pendant que ça tourne, eh bien on voit ceci, on voit que par rapport à la pale rigide en rouge, donc c'est celle du milieu ici, donc qui est calée à un angle de calage initial de 28 degrés par exemple,
Eh bien, quand l'éolienne tourne peu vite, donc un lambda qui est faible, 0,25, la pale va se plier, donc le vent arrive de la droite vers la gauche, la pale va se plier, donc en gros, sous l'effet du vent. Mais par contre, quand l'éolienne tourne vite, rapidement, il y a quelque chose de très non intuitif, qui est que la pale va se plier contre le vent. Donc le vent vient de la droite vers la gauche, et la pale est capable de remonter le vent. C'est un matériau flexible, et on n'injecte aucune énergie. Alors donc ça c'est... En fait, il se trouve que la pale plie exactement dans le sens qu'on espérait, mais on n'arrivait pas à l'expliquer. Et alors en fait, quand elle tourne peu vite, l'éolienne, c'est la force du vent qui domine, donc ça fait plier la pale. A l'inverse, quand elle tourne vite, en fait, c'est la force centrifuge qui va prendre le dessus et qui va ramener la pale en diminuant son angle de calage. Donc c'est pour ça que la pale peut se plier contre le vent. Et en fait, quand on fait un petit peu les calculs, on voit que les deux effets, donc les forces du vent aérodynamique et centrifuge, en fait, sont contrôlables, en quelque sorte. On peut contrôler est-ce qu'elles sont fortes ou pas, par deux nombres adimensionnés, qui sont les nombres de Cauchy et un nombre on a appelé le nombre centrifuge. Et il se trouve que ces deux nombres, en fait, dépendent de la caractéristique du matériau, bien entendu, c'est-à-dire de la densité de la pale, de l'épaisseur de la pale et du module, donc de la rigidité de courbure, le module de courbure de la pale. Et donc en fait, en contrôlant la rigidité, l'épaisseur et la flexibilité, on peut contrôler comment la pale va se déformer pendant l'opération sans injecter aucune énergie. Et donc en fait, c'est ce qu'on s'est dit, pourquoi, si on peut le contrôler, pourquoi pas essayer de la faire se déformer de la façon optimale. Comme je vous avais dit au début, ça c'est la façon optimale, par exemple, pour une éolienne de 30 mètres de rayon. Et donc c'est ce qu'on a fait, puisqu'on a résolu, on a réduit le problème à deux paramètres, en fait, le nombre de Cauchy et le nombre centrifuge. On peut balayer tous ces paramètres, comme ici, et on peut regarder quand est-ce que, pour quel paramètre, on ajuste le mieux la déformation optimale. Et donc en fait, là c'est obtenu par exemple pour le point rouge, et ça donne cet ajustement-là, qui est assez bon, et qui est fait sans, je redis encore, sans injection d'énergie, sans moteur, de façon complètement passive. Et là, par exemple, on caractérise le matériau, c'est un polymère de densité 2, d'épaisseur 3,3 cm et de module Young 10 puissance 6 Pascal. Donc un matériau typique qu'on peut faire sans problème. Alors on est même allé un petit peu plus loin, on s'est dit finalement il n'y a pas besoin d'avoir toute la pale qui est flexible. Ce qui compte en fait dans la flexibilité, c'est la partie qui est proche de la tige, ici. Et donc en fait, si cette partie plie, en fait le reste c'est pas très important, c'est un peu comme un ressort de torsion, pour ceux qui connaissent. Et là encore, on a fait tourner les calculs, on a regardé tous les nombres de Cauchy, tous les nombres centrifuges, et on a trouvé un ajustement qui était assez intéressant. Et là encore, pour un nouveau matériau, donc c'est du millard d'épaisseur de 2,5 mm. Voilà. Donc en conclusion, on a vu que les pales flexibles en fait, permettent de remplacer l'action d'un moteur, puisqu'elles permettent en fait, d'augmenter la plage de haut rendement, c'est-à-dire on n'arrive pas à augmenter le rendement maximal de l'éolienne, on arrive à augmenter le rendement quand le rendement baisse. D'accord ? Donc c'est-à-dire on reste toujours à un très haut rendement. Et on a vu qu'en fait, en comprenant le mécanisme, on peut le contrôler et optimiser l'éolienne comme on le souhaite. Donc, pour revenir un petit peu au sujet qui nous intéresse, le biomimétisme, cette recherche, en fait, on a utilisé des choses assez compliquées. Les calculs, c'est des résolutions d'équations différentielles, non linéaires, etc., de l'instrumentation un peu poussée. Mais finalement, derrière, on arrive à un produit qui est à la fois low-tech, c'est-à-dire, ça peut être on peut le faire, nous on le fait avec des feuilles de plastique, la pale. Un petit peu plus poussé, ce serait un polymère flexible. Et low-cost, on n'a pas besoin d'instrumentation, on enlève le moteur, on a moins besoin d'énergie. Donc ça s'inscrit un peu dans cette démarche low-tech et low-cost. Et donc là, on est en train d'étudier actuellement des points particuliers de cette courbe. Donc par exemple le démarrage, puisque comme vous savez, si vous prenez l'autoroute et que vous regardez un petit peu sur le bas-côté, souvent les éoliennes ne tournent pas, même quand il y a un peu de vent, qui est un gros problème, puisque généralement on les optimise pour une vitesse de vent, et quand la vitesse de vent est un peu faible, ça chute. Et donc nous, on espère pouvoir améliorer justement quand ça chute. Et puis les régimes instationnaires, c'est-à-dire quand on a des bourrasques, ce qui est dur de modéliser, plus dur de modéliser théoriquement, on espère que la pale flexible peut s'adapter plus facilement.
Et puis, je vous laisse donc sur une. On a regardé un petit peu le sillage de l'éolienne. Donc là, on l'a mis dans l'eau, donc ça devient une hydrolienne. Et pour regarder un petit peu, est-ce que justement, ça faisait moins de turbulences derrière, moins de bruit, des choses comme ça. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup Vincent. Y a-t-il une question pour Vincent ? Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous avez des collaborations avec des fabricants de pales ou de fabricants d'éoliennes. Parce que, effectivement, de passer du petit modèle à des pales de 60 mètres, c'est quand même pas évident. Ouais. Et comment vous envisagez les choses ? Alors, très bonne question, merci. Donc, effectivement, en fait, là, je suis passé un peu vite, mais on a fait un brevet là-dessus. L'idée étant derrière d'intéresser des industriels pour essayer de faire passer l'innovation. C'est bien beau de faire la recherche, après, moi j'aimerais bien le faire passer un peu dans le domaine industriel. Si c'est une innovation, on a de la chance de tomber dessus, pourquoi pas en faire profiter voilà, tout le monde. Donc oui, on a des contacts. Je travaille avec une SAT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société d'accélération de transfert de technologie. L'idée, c'est que c'est une société donc privée, mais à fond public, qui permet de financer, en fait, de faire le lien entre la recherche académique, qui est sur des niveaux de TRL assez bas, donc c'est-à-dire très théoriques, fondamentaux, à des niveaux plus appliqués. Et donc, en fait, ils essaient de combler le lien. Donc, par exemple, nous, ce qu'on est en train de regarder, c'est peut-être faire un prototype pour un fabricant d'éoliennes précis, pour lui montrer que ça marche vraiment sur ses pales à lui. Parce que un des problèmes avec, en tout cas que je vois avec les industriels, c'est que tant qu'on leur a pas présenté le produit fini et qu'on leur a montré, mis sous les yeux que ça marchait très bien, ils sont pas très chauds pour s'engager là-dedans, notamment dans le secteur de l'éolien qui est un peu, je ne sais pas comment on vous le présente, mais en tout cas en France, il y a très peu de financement. Voilà. Et donc, du coup, en France, c'est assez dur. Donc là, on regarde peut-être à l'étranger. Voilà, peut-être des fonds publics, la SAT, qui nous permettrait d'augmenter, de rendre le projet un peu plus industriel pour intéresser des industriels. Ou si on trouve des industriels tout de suite, pourquoi pas. Là, on est en contact avec plusieurs. Voilà. Merci. Une autre petite question peut-être ? Oui. Bonjour, juste une question matériaux. Est-ce que vous avez envisagé d'autres matériaux que les polymères ? Oui, alors là j'avais présenté donc un polymère et du mylar, donc qui est du plastique. En fait, là c'est quand on a les nombres de Cauchy et nombres de centrifuges, qui sont des nombres physiciens théoriques, hein, ça correspond en fait, une valeur de chaque nombre correspond à toute une série de matériaux. C'est-à-dire qu'après on peut choisir en fait. C'est juste, par exemple, si on prend un matériau, il n'aura pas la même épaisseur. Et pas la, voilà. Donc en fait, on a toute une gamme de matériaux. J'en ai cité qu'un pour, par exemple, les pales homogènes et un pour les pales hétérogènes. Mais en fait, j'aurais pu en prendre plein. C'est juste que si je prends, par exemple, de la fibre de carbone haute résistance, l'épaisseur sera toute petite. Et donc, on ne va pas faire des pales de 1 mm d'épaisseur ou de 0,1 mm. Mais effectivement, oui, on peut... L'idée, c'est juste que ça corresponde physiquement à une densité, une épaisseur et une rigidité. Après, bien sûr, dans l'industriel, il y a plein d'autres trucs qui rentrent en compte, notamment la fatigue, le bruit, voilà. Mais je crois qu'il y a plein d'innovations qui permettent, j'en ai vu une là ce matin, sur diminuer le bruit en utilisant le revêtement des chouettes, voilà, appliqué à l'éolien. Voilà. Nous, on s'occupe vraiment de la performance aérodynamique. Mais voilà. Et donc, oui, il y a plein de matériaux autres que les polymères, effectivement. Ouais. Merci beaucoup Vincent.